Bonjour, mon nom est Leïla Tawil, je suis enseignante à l'Université de Genève et je travaille essentiellement sur deux domaines de recherche, à savoir la question des femmes dans le monde arabe et musulman et l'œuvre de Mohamed Harkoun, qui est le père de l'islamologie appliquée. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre Féminismes arabes, un siècle de combat, le cas du Maroc et de la Tunisie. Alors pourquoi ce livre? Eh bien, j'ai voulu rendre visibles ces mouvements féministes qui existent dans le monde arabe depuis le début du XXe siècle et qui sont jusqu'à l'heure d'aujourd'hui des puissants mouvements de démocratisation. Et je pense aussi que travailler sur le cas de la Tunisie et du Maroc est particulièrement important parce que ces deux pays sont composés de mouvements féministes extrêmement bien organisés qui arrivent à influer sur les lois du pays. Et donc, en cela, il me semble que ce sont des modèles de réussite qui peuvent être des modèles pour le reste du monde arabe qui continue à légaliser l'infériorité des femmes, en fait. Alors, il y a également pour moi un enjeu de transmission de l'histoire des féminismes arabes, mais également américains, asiatiques, européens, qui participent en réalité à l'émancipation de la moitié de l'humanité. Pour revenir à mon livre, il s'articule autour de trois parties qui correspondent en réalité à la chronologie de l'histoire des féminismes arabes. Je commence par la période de l'avant-indépendance, ensuite la période de l'après-indépendance et ensuite la période des printemps arabes. Alors, en ce qui concerne la période des avant-indépendances, nous avons des mouvements féministes qui naissent dès 1920 et nous sommes dans des contextes de colonisation et de protectorat. Et ce qui caractérise ces féminismes arabes, c'est qu'ils sont investis dans des mouvements nationalistes de libération, ce qui vient quelque part déconstruire le postulat des islamistes qui considèrent les féministes arabes laïcs comme étant le pur produit de l'impérialisme occidental. Alors cette première génération, cette première vague plutôt de féminisme arabe va faire des revendications au niveau essentiellement de l'accès à l'éducation, droit à l'éducation, mais également droit à la participation dans la société, dans la sphère publique, droit politique, etc. Alors j'évoque une grande figure du féminisme arabe qui est Houda Sha'rawi, qui est une égyptienne et qui crée en 1923 l'Union féministe égyptienne. Et on va voir qu'elle est vraiment à l'initiative de ce qu'on appelle un féminisme pan-arabe, mais qui est également solidaire au féminisme mondial, puisque elle va participer à différents congrès internationaux. Et là, on voit que dès le début, pour les féminismes arabes, eh bien, l'égalité est un combat universel. Comme je traite du Maroc et de la Tunisie, je développe également deux figures importantes de ce féminisme de la première vague, à savoir Malik Al-Fassi pour le Maroc et Pchira Ben Malad pour la Tunisie, qui sont actifs dès 1930. La deuxième partie de mon ouvrage correspond justement à cette période de l'après-indépendance qui se caractérise par un contexte d'autorité politique et on est dans un contexte également non démocratique et en cela, les féministes arabes sont de véritables actrices de la démocratisation dans la mesure où elles vont revendiquer une égalité mais avec l'impératif de la démocratie. Alors par exemple, au Maroc, dès le lendemain de l'indépendance, nous avons la promulgation d'un code du statut personnel qui légalise l'infériorité des femmes et c'est en réalité une inégalité légalisée, sacralisée, parce qu'elle est
inspiré de la charia. Donc nous avons l'autorité maritale, nous avons la polygamie, nous avons la répudiation, etc. Et le mouvement féministe marocain, qui est issu de la gauche politique, va faire prioritairement des revendications pour des réformes égalitaires du code du statut personnel, mais les partenaires masculins du parti politique de gauche considèrent que la question des femmes est une question secondaire qui va plutôt être une question qui divise, donc il ne faut pas la traiter. Et là, les féministes marocaines comprennent qu'en réalité, pour faire valoir leurs droits, il est nécessaire de s'émanciper de la tutelle politique. Et là, à partir des années 80, elles vont s'engager dans la société civile à travers un vaste mouvement associatif et faire des revendications à tous les niveaux, dénoncer toutes les discriminations à l'égard des femmes, mais elles vont se focaliser évidemment sur les réformes du code du statut personnel qui légalise l'infériorité des femmes dans chaque foyer marocain. Et ensemble l'Union pour l'action féminine en 1987, qui est fondée par Latifa Jebebdi, qui est à l'initiative en 1992 de la fameuse pétition 1 million de signatures pour la réforme du code du statut personnel. Et c'est une grande féministe historique qui est active jusqu'à l'heure d'aujourd'hui et à qui je consacre également un chapitre. Alors, en Tunisie, la Tunisie de l'après-indépendance est différente du Maroc dans la mesure où il y a un véritable féminisme d'État qui est adopté par Bourguiba. Et là, c'est vraiment une politique audacieuse où, par exemple, il va, dès 1956, faire du code du statut personnel un code civil. Et là, il va abolir la répudiation, il va abolir la polygamie, il va instaurer le divorce judiciaire et d'autorité politique, il va en réalité mettre un terme à toute cette controverse juridico-théologique à propos du statut des femmes. Donc on voit bien qu'en réalité, la question des droits des femmes relève du politique et non du religieux. Mais il n'en demeure pas moins que ce féminisme d'État reste ancré dans une certaine forme de patriarcat sacralisé, dans la mesure où, par exemple, il y a toujours une inégalité successorale, d'ailleurs jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et là, on va voir apparaître, parce qu'on est quand même dans un contexte de modernisation, mais sans démocratie. Et là, on va voir apparaître au sein de la société civile ce qu'on appelle un féminisme autonome, qui aura pour slogan « le nous par nous-mêmes » et qui va adopter une critique vis-à-vis du politique. Et là, il y aura toute une série de mouvements associatifs qui va, par exemple, demander la levée des réserves concernant l'adoption de la Convention pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes. Il faut savoir que l'ensemble des pays arabes et musulmans ont signé cette convention, mais avec des réserves. Toutes les dispositions qui sont entérinées par la charia, comme l'inégalité successorale, l'autorité maritale, eh bien, ils sont considérés comme intouchables. Et les féministes autonomes, mais partout dans le monde arabe, mais ici en Tunisie, eh bien, elles demandent la levée de ces réserves-là. Et nous avons, par exemple, la fameuse Association tunisienne des femmes démocrates, qui a été créée en 1989, et nous avons une grande figure du féminisme autonome qui est Sena Ben Achour, à qui je consacre également tout un chapitre. Alors ce livre donne également des éléments de réflexion et des éléments de réponse concernant des thématiques telles que la réislamisation des droits des femmes, qui est proposée par les femmes islamistes. Mais également, ce livre analyse la notion de l'égalité islamique proposée par le féminisme islamique qui, au Maroc, naît à partir de 2005, donc bien après le féminisme séculier. Et il analyse également le phénomène du voilement généralisé qui est associé justement au phénomène de réislamisation. Et à travers ce livre, je mets en lumière l'enjeu du contrôle des corps des femmes à travers la question du voile qui est prônée comme une obligation religieuse par les acteurs religieux.
Alors, la troisième partie de cet ouvrage est consacrée à une période qui, pour moi, est fascinante, qui débute avec les printemps arabes. Donc là, on voit qu'il y a toute une émergence de jeunes féministes subversives, parce que nous avons, au moment de la première vague des féministes, nous avons un féminisme issu de l'aristocratie et de la bourgeoisie, mais qui est solidaire avec les femmes de toutes les classes sociales. Nous avons la deuxième vague à partir des années 80, des féministes qui sont essentiellement des femmes urbaines et éduquées, qui œuvrent également pour la solidarité des femmes de tous les milieux sociaux. Et à partir des printemps arabes, nous avons, à côté de ces féministes historiques qui continuent à s'engager pour la revendication de l'égalité des sexes, nous avons des jeunes féministes subversives qui se caractérisent par d'abord leur provenance de tous les milieux sociaux, milieux ruraux, milieux urbains, des classes aisées, mais également des classes populaires, et qui font un usage puissant des réseaux sociaux. Alors, contrairement aux féministes historiques qui ont revendiqué depuis des décennies une égalité des sexes au niveau politique, au niveau social, au niveau économique, au niveau familial, mais qui n'ont pas touché des questions relatives au corps des femmes et à la sexualité, parce que ce sont des questions qui sont considérées comme des sujets tabous. Or, ces questions-là, comme le dit à juste titre Sophie Bessis, sont des questions qui sont au cœur du problème des sociétés arabes patriarcales, parce que l'honneur des hommes repose sur le corps des femmes. Donc c'est vraiment un problème nodal. Or, ces féministes subversives de la troisième vague, ces jeunes féministes, elles font des revendications relatives par exemple, au droit de disposer librement de leur corps, au droit des minorités sexuelles, et ça, c'est un fait totalement nouveau. Et elles revendiquent évidemment également la liberté de conscience, qui est le b.a.-ba de la démocratie. Alors, ici, j'évoque des figures de ces jeunes féministes arabes. En Tunisie, nous avons Henda Hendout. Au Maroc, nous avons fait Doua Misk et nous avons également Betty Lashkar. Alors, évidemment, je ne développe pas tout ici, les éléments de mon ouvrage, mais ce que ce livre tente à démontrer, c'est la chose suivante, c'est que les féministes arabes participent en réalité à la révolution historique et anthropologique du féminisme mondial, à l'échelle internationale. Pourquoi ? Parce que on peut aisément comparer l'émancipation des femmes à l'émancipation des esclaves. Durant des siècles, on a considéré que l'infériorité des esclaves et des femmes était un fait naturel. Et nous avons par exemple des génies de la philosophie antique, Aristote, qui considère que l'esclave est une propriété animée et que l'esclave et les femmes, eh bien, ils sont du même ordre. Et leur nature fait qu'ils ne sont pas aptes à gouverner. Et donc, il faudra attendre le 19e siècle pour l'émancipation des esclaves et le 20e siècle pour le début de l'émancipation des femmes. Et en cela, on va comprendre qu'en réalité, cette infériorité ne relève pas d'un fait naturel, mais d'un fait historique et culturel qui est donc changeable. Et donc, il faut saluer en réalité les féminismes des quatre coins du monde qui participent à cette aventure passionnante qui est celle de l'émancipation de la moitié du genre humain. Mais en réalité, le patriarcat, il dessert aussi les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il va également les assigner une identité masculine à la force, à la virilité, au travail. Dans le système patriarcal, les hommes doivent prendre en charge
financièrement les femmes, leurs familles, etc. Et il me semble que l'enjeu de la déconstruction du patriarcat et de la promotion de l'égalité, c'est justement d'émanciper les femmes, c'est les hommes, des carcans sexués pour justement reconnaître les femmes et les hommes dans leurs forces, dans leurs faiblesses, dans leurs contradictions, dans leur ambivalence, en tant que singularité humaine. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire mon livre que j'en ai eu à l'écrire. Merci beaucoup.